bouger le micro, mais il est bien là? Non. Voilà, c'est ce qui là, me semblait. Là, il est mieux. Alors, vous m'avez fait penser à deux choses. C'est que vous qui dirigez le Monde des livres, le mot « on » a été interdit par le premier des journalistes français, qui était Théophraste Renaudot, qui interdisait à ses journalistes dans la Gazette de commencer un article par « on ». Voilà, je ne sais pas si vous faites pareil. J'en parlais ce matin, justement. Et d'autre part, il m'est arrivé de me prendre de bec avec un de vos invités de demain à propos du rap, parce que j'avais dit que pour moi le premier rappeur était Bossuet, et il avait trouvé ça tout à fait scandaleux, mais il y a une espèce d'emphase et de goût de l'emphase chez les rappeurs, parfois avec un grand sens du comique, qui manquait à Bossuet. Donc là, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, qui est une espèce, je dirais pas de manifeste, parce que les manifestes en littérature, on fait plutôt ça quand on a 25 ans, et j'ai passé l'âge, disons, une modeste proposition, comme disait Swift. Kavouter Archi parlait tout à l'heure des écrivains qui ont tenté de faire quelque chose de la domination qu'ils ont subie, et celui qui a fait ça, la modeste proposition, c'est Swift, qui était irlandais, comme vous savez, et sa modeste proposition s'appelle très exactement modeste proposition pour faire en sorte que les enfants d'Irlande ne soient plus à charge de leurs parents. C'était à l'époque où l'Angleterre organisait la famine en Angleterre, et le pamphlet de Swift disait aux enfants qu'il fallait manger les parents. Je vais essayer d'être un peu plus modéré. Et donc voici ma modeste proposition, dont le titre sera dans la dernière phrase. L'identité, c'est une question que l'on pose souvent aux autres. Quelle est votre identité ? Si je me la posais à moi-même, je serais bien embarrassé. Comment me définir ? Français, cela désigne des gens bien différents. Français d'éducation catholique, ça reste court. Français d'éducation catholique en réalité athée, ça n'est pas mieux. Faut-il ajouter l'orientation sexuelle, l'âge, la couleur de peau ? Vous conviendrez que tout cela est sinistre. Nous ne sommes pas le résultat d'une série de cases cochées dans un questionnaire. Cette imprécision de l'identité vient, je crois, de ce qu'elle postule une essence. Il y aurait une essence de la personne déterminée par des impératifs matériels et ou psychologiques. Mon identité, si identité il y a, me paraîtrait plus justement définie par le mot écrivain. On est ce qu'on se fait, et écrivain est ce que je me suis fait et ce que je fais. Et je l'ai fait contre toute tradition d'identité familiale, contre toute espèce d'aimantation d'identité plus ou moins clanique. Chez moi, on est plutôt un professeur de médecine ou médecin, avec anciennement des militaires et parfois des politiciens régionaux. Je n'ai voulu être rien de tout ça. Ce que j'ai voulu, c'est entrer dans les livres qui se trouvaient dans les bibliothèques de cette famille. Je crois que j'ai voulu devenir un livre. Car qui a une bibliothèque n'a pas de maître. Qui a une bibliothèque ne se laisse pas subjuguer par un mot mathématique tel qu'identité. Qui a une bibliothèque a lu le monde divers et les êtres changeants. Alors je dois vous avouer qu'enfant, très jeune enfant, je piaffais dans l'attente d'une chose qui était ma carte d'identité. On ne la délivrait pas avant l'âge de 13 ans, si je me rappelle bien, pas comme aujourd'hui où on la donne aux nouveau-nés malheureux qui ont cessé de flotter dans le monde innocemment, sans identité. Obtenir cette carte, me disais-je, me ferait appartenir à une communauté, laquelle me fournirait une identité que je n'avais pas. Il y avait en moi, comme sans doute chez la plupart des enfants de cet âge, un désir plus que d'appartenance, de ressemblance, avec ce que cela peut avoir de robotique. Oh, une carte, oh, une identité avec les autres. Je suis commun, je suis quelqu'un. On aurait donc une identité à défaut d'avoir une personnalité. Et une fois que je l'ai obtenue, cette carte, elle m'a paru bien anodine, et j'ai bien évidemment compris que tout ce qu'elle engendrait était un enrôlement dans un ordre étatique. Écrivain, ça ne constitue pas non plus une identité. Des écrivains, il y en a de toutes sortes, et d'ailleurs, dans notre assez sinistre moment, beaucoup d'identitaires. Pour moi, je publie, on vous l'a dit, des romans, des essais, de la poésie, et qui sont des termes mêmes que je conteste, car ils semblent précisément assigner un genre à certaines catégories d'écrits. Moi, je ne crois pas qu'il existe de distinction fondamentale entre le roman, la poésie, l'essai ou encore le théâtre. Tout ça, ce sont des modes d'expression divers d'une même chose qui s'appelle littérature, laquelle n'est pas, je crois, elle-même séparée,
constitutivement des autres arts. Et voilà pourquoi, si vous ouvrez mes livres à la page du même auteur, vous ne trouverez pas mes publications rangées en romans, poèmes, essais, mais en forme de roman, forme de poème, forme d'essai. Il s'agit pour moi de trouver la forme toujours mouvante, j'insiste, toujours mouvante, que prennent les choses comme les êtres. La littérature, pour moi, c'est une forme d'excavation. Un écrivain est quelqu'un qui cherche à savoir ce que les pouvoirs nous cachent, ce que nous cachons nous-mêmes parfois. Et rien ne cache mieux que l'idée d'identité. L'identité, si on l'importe en littérature, participe à l'idée de type. Il y aurait l'avare, il y aurait le Tartuffe. Or, nous savons bien que la vie n'est pas cela. Je connais un avare, et il est aussi d'une drôlerie extraordinaire. Et son identité, si identité encore une fois il y a, ne peut donc se fixer ni au seul mot d'avare, ni d'ailleurs à celui de drôle. La littérature de type est à mon sens ou bien une sociologie incomplète ou bien une psychologie rudimentaire. Gustave Flaubert n'a pas intitulé son roman normand « La femme insatisfaite », mais « Madame Bovary ». Qu'est-ce que l'identité sinon une définition ? Quand on dit français, musulman, trans, on n'a rien dit, on a défini. Défini est un mot que j'ai mis au tout début de cette intervention, donc j'y crois bien au contraire. Je me méfie de toute définition. Si vous me permettez de me citer, dans mon dernier livre que Jean a mentionné tout à l'heure, le dictionnaire égoïste de littérature mondiale, égoïste voulant simplement dire que ce n'est jamais que moi qui parle et qu'on peut le contester et qu'on doit même le contester, j'ai écrit une notice qui s'intitule « Définition, dénomination » et dont voici un extrait. En donnant à un de ses livres l'épigraphe « Définition, établissement de limites, limitation », le poète T.S. Eliot a montré en l'approuvant ce que pour moi je désapprouve. Toute limite donnée à un mot est une illusion, cessant d'être utile quand on en fait un absolu. Toute définition est un mur. Un mur rassure trompeusement. Il exclut quantité de choses et c'est une injustice. Un mot, c'est une féerie, puis un mensonge, parfois dans l'ordre inverse. Les conservateurs, comme T.S. Eliot, adorent ce qui les rassure, les limites, les frontières. Il faut dénommer, je crois, en se gardant de trop définir, la liberté est dans le vague. Prenons un mot, prenons un sentiment que nous sommes nombreux à avoir éprouvé. Et voici sa définition dans le Robert de la langue française. Amour, disposition favorable de l'affectivité et de la volonté à l'égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon, comme objet de désir ou comme susceptible de satisfaire un besoin affectif. Bon, c'est une définition qui fait douter qu'on n'ait jamais été amoureux, mais c'est là précisément que la littérature intervient. La littérature brûle les contours si nets et si trompeurs de l'identité telle qu'elle est définie par les mots. Et voici une merveilleuse description de l'état amoureux dans Guerre et paix. C'est au moment où Nicolas Rostov aperçoit Marie après l'incendie de Moscou, que Napoléon a envahi. Voici ce que dit Tolstoï. Il sentait que l'être qu'il avait devant lui était tout différent des autres, meilleur que tous ceux qu'il avait rencontrés jusqu'à présent, et surtout meilleur que lui-même. Et surtout meilleur que lui-même. Voilà, je crois, ce qu'apporte la littérature, une moire. Vous savez, comme dans le tissu, le meilleur de la littérature, pour moi, est dans la moire. Et les lecteurs le comprennent très bien, c'est ça qu'ils vont y chercher. Ils ne vont pas chercher une définition dans la littérature, ils vont y chercher un moiré. Les mots, vous savez, ça comporte une grande part de chimérique. Quand on parle de l'amour des mots, qu'en tant qu'écrivain je serais supposé éprouver, je trouve que c'est une idée assez sentimentale et qui n'a aucun rapport avec ce que je fais. Pour moi, un mot n'est pas plus qu'un clou pour un menuisier. Un mot est un outil et sa morphologie ne m'impressionne pas, et encore moins son étymologie. Je dirais même qu'un écrivain est là pour se méfier des mots. Je crois que les mots ont été inventés pour mentir. Surtout les mots abstraits. Un mot abstrait tout seul peut être extrêmement dangereux. Communisme, honneur, identité. Ce qui désamorce la séduction abusive des mots, ce sont les phrases. Un écrivain, ça fait des phrases. Et c'est par ces phrases et leur rythme habile, que nous réussissons parfois à débusquer ce que les mots s'entendent si bien à nous cacher par leur aspect défini, mal défini en réalité, ce qui leur donne en raison inverse une grande prétention au définitif. La littérature s'oppose, je crois, au définitif. Un mot n'est qu'une portion de ce qu'il prétend être. Amour,
Quelle est ton identité, toi qui es masculin au singulier et féminin au pluriel? L'amour de Jean Genet, ça n'est pas l'amour d'Emily Dickinson. Ça paraît évident. Ah, alors passons à des mots à définition apparemment incontestable, les mots pratiques. Un mot aussi peu ambigu que table, par exemple. Eh bien, je soutiens qu'une table n'est pas une table. Le mot table, écrit par un écrivain d'une certaine époque, d'un certain pays, n'évoque pas nécessairement le même objet que le mot table, écrit par un écrivain de la même époque et du même pays. Table, écrit par Jean Cocteau, ça n'évoque absolument pas la même image que table, écrit par Jean-Paul Sartre. Alors vous pensez les mots des nations, qui contribuent si souvent à déterminer l'identité. Le mot Amérique, par exemple, employé par le grand poète Walt Whitman, dans ses vers amples, gloutons, désireux d'exprimer une force en marche, mais aussi sensuel, rieur, ouvert aux natifs du pays, il emploie beaucoup de mots indiens, n'est évidemment pas le mot Amérique prononcé par Donald Trump qui est obsédé d'identité. Sans aucune logique d'ailleurs, il est petit-fils d'Allemands, mais il l'efface. Je crois qu'il n'y a pas plus fanatique que les nouveaux convertis à l'identité. Si on cherche dans la littérature, ce que j'ai fait un peu pour préparer cette intervention, il est frappant de constater, et j'ai été frappé de constater que le mot identité s'y trouve excessivement peu. Et peut-être cela tient-il à ce que la littérature n'est pas une définition, mais un encerclement. On rencontre bien, dans l'histoire de la littérature, une nouvelle de Conan Doyle intitulée « Une affaire d'identité ». Mais c'est l'histoire d'un homme mûr qui se grime en jeune homme pour pouvoir garder à la maison sa belle-fille, dont l'absence lui ferait perdre une grosse somme d'argent. L'identité n'est rien de plus dans cette nouvelle qu'une panoplie. De même, dans le très beau roman de Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, qui s'appelle Le Grand Escroc, lequel escroc à bord d'un navire, un 1er avril, tente d'abuser la confiance des passagers en se déguisant en divers personnages. Eh bien, on ne trouve qu'une fois le mot « identité » dans ces 300 pages. L'écrivain, dont on pourrait se dire qu'il serait le plus susceptible de parler d'identité, n'en fait quasiment pas mention. On en trouve en tout et pour tout une douzaine d'occurrences dans son roman, et ce roman, c'est À la recherche du temps perdu. C'est très facile de le trouver, puisque maintenant on trouve des fichiers d'À la recherche du temps perdu en Word en un seul fichier, et j'ai fait la recherche, eh bien il y a une douzaine d'occurrences du mot identité dans Proust, et la plupart du temps, c'est dans le sens de similitude. Un juif dans Proust n'a pas de problème d'identité, et c'est pourtant le roman de l'affaire Dreyfus. Un gay dans Proust n'a pas de problème d'identité. Il est vrai que c'est le temps où il doit se dissimuler, et parfois lui-même. Une prostituée dans Proust n'a pas de problème d'identité. Ce métier est chez Proust comme un maquillage un peu forcé qui permet de trouver un mari riche. En fait, comme dans tout bon roman, les personnages d'À la recherche du temps perdu ne sont pas cantonnés à un état. Ils fluctuent, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de caractère, mais qu'ils ne se laissent pas raccourcir par une domination. Par une définition, pardon, qui est une forme de domination d'ailleurs. Pour moi, j'ai écrit plusieurs romans, ou formes de romans, donc, que l'on pourrait croire sur l'identité, mais je me garderais bien de le confirmer. Ça n'est pas une notion à laquelle j'ai pensé, et le mot ne s'y trouve d'ailleurs pas. Il porte sur une catégorie que je crois plus moirée, la personnalité. Qu'est-ce qu'une personnalité humaine et comment la cerner? Un de ces romans, qui s'intitule « Je m'appelle François », raconte la vie d'un imposteur. François est un jeune homme qui semble n'avoir pas de personnalité ou ne pas se soucier d'en avoir et en usurpe plusieurs afin de réussir, d'accomplir une sorte d'idéal. C'est un idéal vulgaire de maison de luxe et d'argent parce qu'il n'a pas d'éducation ni de culture, mais c'est une forme d'idéal quand même. Et le livre s'appelle « Je m'appelle François » parce qu'il est dit quelque part que « Je m'appelle François » est la seule phrase qu'il ait prononcée où il n'est jamais menti. Changeant plusieurs fois d'identité au sens de l'état civil, il a toujours pris soin de garder son prénom de naissance pour éviter de ne pas répondre si par hasard on le reconnaissait et on l'interpellait dans la rue, puisqu'évidemment on est interpellé par son prénom. Ce qui m'a frappé en inventant ce personnage, c'est que d'une part, l'énergie et le talent que met un imposteur à tromper les autres, il aurait pu l'appliquer à un métier honnête où il aurait réellement réussi, mais d'autre part, que les imposteurs n'existent que parce que bien des gens veulent l'imposture. Bien des gens désirent être trompés.
Peut-être pas aussi inconsciemment que je l'exprime, mais c'est là, la vie est tellement ennuyeuse. Les imposteurs les font rêver. S'ils sont trompés, ces gens-là n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque les imposteurs n'ont jamais utilisé que leurs défauts. La candeur, l'ignorance, la niaiserie, la vanité ou les rêves, précisément les rêves. D'une certaine façon, je crois qu'il n'y a pas d'imposteurs, il n'y a que des désirs de changer d'identité par ceux qui sont abusés. Et j'aime bien ce personnage qui fuit le naturalisme d'une naissance dans une famille atroce en tentant de transformer sa vie. Il doit être plus ou moins apparenté à un autre personnage du grand Tennessee Williams, la Blanche du Bois de Un tramway nommé Désir, et qui s'exclame dans la pièce « De la magie, oui, oui, de la magie, c'est ce que j'essaie de donner aux autres. Je présente les choses autrement que ce qu'elles sont. Je ne dis pas la vérité, je dis ce qu'aurait dû être la vérité. » Et à cet effet, elle s'invente ce qu'on pourrait appeler une identité, et le monde ne le lui pardonne pas. Il lui jette ce qu'il appelle la réalité à la figure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que depuis les progrès vifs, nets et musculeux du nationalisme et des frontières, il a disparu de la littérature l'indulgence amusée et peut-être même l'affection que les écrivains pouvaient avoir pour les irréguliers, les un peu truqueurs, que ces personnages même si fréquents dans le roman picaresque où des écrivains comme Marivaux ont disparu. Ne me poussez pas trop parce que je vous raconterai qu'un des premiers écrivains à avoir entrepris le sabotage de la fantaisie et introduit le mesquin réalisme et Cervantes dans Don Quichotte, où il ridiculise l'angélique Don Quichotte, qui commet pour seul crime celui de vouloir une autre identité que celle qu'une nouvelle société pragmatique lui assigne. En réalité, je crois que l'identité est une imagination, elle n'a pas de racine, elle a une conscience. Quelle était l'identité de Daniel Cordier le 16 juin 1940, quand, à l'âge de 19 ans, à Bordeaux, il était d'Action française et antisémite? Quelle était l'identité de Daniel Cordier quand, la même année, à Londres, il était gaulliste et résistant? Quelle était l'identité de Daniel Cordier quand, de la fin des années 50 à la fin des années 70, il a abandonné la politique et est devenu un grand galeriste et un des plus grands collectionneurs d'art français? Quelle était l'identité de Daniel Cordier quand, après cela, il s'est fait historien pour contrer les calomnies dont on tentait d'accabler Jean Moulin? Quelle est cette assignation où voudraient nous enfermer ceux qui pensent que l'identité est indivisible et éternelle? Si identité il y a, n'est-elle pas une mosaïque? Un autre de mes romans aux formes de roman, Un film d'amour, porte sur ce que je crois être l'impossibilité de la biographie. C'est l'histoire d'un cinéaste de génie disparu sur qui on réalise un documentaire. Et chacun de ceux qu'il a connus le raconte. Certains sont sincères, d'autres mentent, mais la sincérité dans cette histoire ne nous apporte pas plus que le mensonge dans la connaissance de cet homme. Il ne s'agit pas de dire que tel ou tel a raison, il s'agit de dire que la personnalité n'existe pas seule. La personnalité, je crois, est pareille aux couleurs qui apparaissent par réfraction de la lumière. Nous existons aussi et beaucoup en fonction des autres. Un solitaire absolu, si ça existe, a peut-être une identité, mais elle doit être excessivement animale. Nous ne sommes jamais exactement un. Nous sommes ce que nous sommes relativement à la personne ou aux personnes en face de qui nous nous trouvons. Et il ne s'agit pas d'hypocrisie, il s'agit d'adaptation, il s'agit, je crois, de l'existence même. L'autre ne me fait pas, mais je me fais à l'autre qui se fait à moi. Cela pourrait peut-être s'appeler l'humanité. Ce qui se passe avec l'identité actuellement est peut-être en partie une question de panique. La planète est de plus en plus peuplée. Certains pays rétrécissent. Leurs habitants ont peur qu'on leur enlève quelque chose, qu'on leur ajoute quelque chose, de la nationalité, de la sexualité. Chaque société a ses mots galvanisants. Ils le sont parfois dans un sens exaltant, comme a pu l'être le mot progrès, et parfois dans un sens déprimant, car il existe un cabotinage de la dépression, et identité me semble en ce moment un de ces mots. Quelle est l'intention derrière cette notion répétée, réitérée, rabâchée, comme si certains cherchaient à méduser des groupes en leur faisant peur? Ah, nous n'avons pas confiance en nous. Et cela doit venir précisément de la déperdition du nous. Mon dernier livre est tendu par cette idée, de moins en moins de nous, de plus en plus de moi. Le monde est possédé par l'idée qu'il a un moi, que ce moi est un trésor, et ce moi, il l'exprime sans cesse, minute après minute,
sans surmoi, sous forme d'opinions éructées. Chroniqueurs de télévision, commentateurs de radio, opinionnistes de réseaux sociaux. Si vous voulez bien, je propose un nouveau mot pour cet état social si nouveau, opinionniste. Chacun dit ce qui lui passe par la tête, si on peut appeler ça une tête. Tout le monde a remarqué que le président des États-Unis est le produit de cette machinerie. Le circuit télévisuel social a créé sa créature de Frankenstein qui a pris le pouvoir. Directement branché sur la télévision, il se nourrit de vulgarité qu'il revomit par le tube des réseaux sociaux, personne ne prouvant mieux que lui la remarque de McLuhan que le médium est le message. McLuhan, je vous le signale en passant, a produit une suite à cette grande pensée sous la forme d'un livre et d'un disque géniaux, si vous les trouvez, achetez-les, qu'il a intitulé « The Medium is the Massage », le médium est le massage. Massage, en effet, on a l'impression que ces émetteurs d'éructation, qui croient se donner une identité en supprimant toute réflexion, forment une oie gigantesque dont on masserait le cou pour mieux lui faire régurgiter sa vanité jacassante. Telle est l'apothéose du narcissisme à la fois plaintif et vindicatif, ça va ensemble, qui me semble la marque du monde actuel. Ce dernier livre que je citais tout à l'heure, outre que j'ai voulu l'achever par un point d'interrogation pour marquer un doute, une ouverture, je ne connais d'ailleurs pas de plus plaisant signe de ponctuation que le point d'interrogation, conteste l'idée du moi comme critère absolu. Et sa dernière phrase, la voici. « Et d'ailleurs, que sait-on de soi-même et quelle importance ?» Nous n'avons pas à répondre aux demandes d'identité. Nous n'avons pas à estimer que notre moi est suprême. Et puisqu'un écrivain n'est pas là pour commenter des catégories édictées par d'autres, en voici une que je propose, cette fameuse proposition, modeste proposition, sur laquelle nous pourrions réfléchir, une catégorie qui ne bloque pas les êtres humains dans une définition, mais tienne compte des variations de nos comportements et de nos sentiments, sans chercher à en faire naître ni de la morale ni de l'angoisse. Cette proposition, ce modeste programme, pourrait porter le simple titre de « Pour une vie moirée ».